Une dernière question pour clore la matinée, et je vous le disais, ce sera une question plus vaste, plus abyssale encore que les précédentes. C'est la suivante. Elle est toute simple. Sera-t-on capable ensemble d'organiser le débat public pour pouvoir, sur les enjeux de santé pour pouvoir construire les 5 années à venir? Voilà la question. C'est une question à 1000 aspirines, vraisemblablement. Néanmoins, la santé peut-elle contribuer à préserver notre démocratie? On peut aussi inverser la question. Et vous voyez qu'ici, vraiment, cela demande à la fois de la réflexion et puis aussi des évidences et du terrain. 3 personnalités pour y répondre. Le député Jean-Carl Grelier, merci beaucoup d'être avec nous. Anne-Marie Armenteras, merci beaucoup, madame, d'être parmi nous. Présidente du think tank Health and Tech et ancienne conseillère santé à la présidence de la République. Christine Schibler, qui nous a rejoint, merci beaucoup, déléguée générale de la FHP. Je vais démarrer avec vous, monsieur Grelier, si vous le permettez. Avocat, député Renaissance à l'Assemblée nationale, spécialiste des questions de santé. Vous faites partie de la commission des affaires sociales. Vous connaissez le terrain, la désertification, vous le connaissez. Vous connaissez aussi la longue marche qui consiste à porter une proposition de loi jusqu'au bout. J'ai envie de... Le système peut-il être réformé? On revient vraiment à cette question-là. Vous avez tout expérimenté pour le coup. Bon, je ne sais pas si on a tout expérimenté. En tout cas, beaucoup. Il reste encore beaucoup de terrain à défricher. Mon sentiment, c'est qu'effectivement, la santé n'est pas une politique publique comme les autres. C'est peut-être la seule politique publique qui concerne à part égale tous les Français de la néonatalité jusqu'à la fin de vie. Et c'est en cela qu'elle a une dimension évidemment démocratique. Et c'est en ça que les débats de santé devraient être des débats évidemment démocratiques. J'appelle de mes voeux depuis déjà quelques années, dans les propositions que je suis amené à faire ici ou là, une loi d'orientation en santé qui nous permette d'avoir une lecture du monde de la santé et qui soit une invitation à l'ensemble des acteurs du monde de la santé à se projeter, ne serait-ce qu'à 5 ans. Alors, on sait que quand on parle de prévention, d'éducation à la santé, 5 ans, c'est incroyablement court, mais c'est aussi le calendrier du temps politique. Et tout ça pourrait prendre du sens. Je veux dire quand même qu'on est en capacité à faire ce type de loi de programmation en matière militaire, en matière agricole. L'Assemblée nationale vient de voter en première lecture la loi d'orientation du ministère de l'Intérieur sur les 5 prochaines années. Et je pense que l'ensemble du monde de la santé gagnerait en cohérence, à savoir où on a envie de les emmener. Et cette loi d'orientation en santé devrait être complétée d'un débat d'orientation budgétaire en santé qui devrait avoir lieu chaque printemps devant le Parlement et où le ministre de la Santé viendrait fixer ses objectifs politiques pour l'année en cours. L'idée, c'est que la loi de financement de la sécurité sociale, qui est devenue un document éminemment technique et qui en même temps est le seul à porter quelques ambitions et quelques éléments de politique de santé, devrait devenir ou redevenir ce qu'elle n'aurait jamais cessé d'être, c'est-à-dire un document purement budgétaire. Jean-Carl Grelier, ça semble tellement évident ce que vous dites. Pourquoi ça n'existe pas déjà? Ça semble évident, non mais vraiment. Et puis vous dites, ça existe dans d'autres secteurs. Très sincèrement, de ce que je vois de l'extérieur, et j'ai cette indépendance de celui qui n'est pas un professionnel de santé, mais qui s'intéresse à ces questions depuis des années, on a enfermé depuis 25 ou 30 ans, tout gouvernement confondu, la santé dans un débat exclusivement technique. C'est d'abord un débat de médecins, la santé, et peut-être trop souvent un débat de médecins, et surtout, on a réduit la santé à sa dimension budgétaire. La santé des Français est devenue une sorte d'entonnoir dans lequel, depuis 25 ou 30 ans, on essaie de pousser l'ensemble du système sans s'apercevoir que finalement, on n'a rien réglé des difficultés de financement de l'assurance maladie, mais qu'on a sans doute tué toute une partie de ce qui faisait la richesse de notre système de santé. L'hôpital dysfonctionne, l'hospitalisation privée est en difficulté, la médecine de ville ne se porte pas bien, et on a l'impression que on n'arrive plus à sortir de ces débats et techniques et budgétaires. Regardez la difficulté, si vous m'y autorisez. On a vu des intelligences de terrain extraordinaires pendant la crise sanitaire. On a vu d'autres acteurs du monde de la santé que les médecins s'investir énormément. Et regardez les résistances que l'on a aujourd'hui de la part du corps médical à donner un petit peu plus de liberté, d'autonomie, de compétences, sans aller au-delà de ce que sont les compétences des uns et des autres, aux autres professionnels de santé. Voilà une vraie question, voilà un vrai débat. Merci pour l'entrée en matière. Madame Armenteras, vous dites, vous allez dans le même sens, mais je dirais avec une simplicité et une évidence, vous dites ceci: la santé, c'est comme l'école et c'est comme le travail. C'est la même chose. Vous dites peut-être un peu plus encore?
Oui, parce que santé et démocratie, hein, qui sont ces deux piliers de notre discussion de ce matin, ce sont deux termes qui recèlent les aspirations, on va dire, des hommes et des femmes à pouvoir travailler, à pouvoir comprendre. Sans la santé, c'est difficile. Et sans la démocratie, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de dignité, il n'y a pas d'accès à la connaissance, ni même d'accès à la santé. On va dire qu'en miroir, regardons ce qui se passe en Chine et on comprend que les deux termes, hein, la santé dans la démocratie ou la démocratie dans la santé, c'est quelque chose de vivant, quelque chose de vrai et à tous les coins de la planète. Donc, la crise du Covid, elle nous a montré que les deux termes avaient été ébréchés, c'est-à-dire que le Covid a altéré la santé de ceux qui n'avaient pas bien accès à la santé. C'est-à-dire tous ceux qui, atteints de maladies chroniques, pas stabilisées, ont été surexposés à la morbidité, à la mortalité. Et la crise du Covid a également montré comment nos institutions de démocratie sanitaire, hein, qui existent depuis 2002 et progressivement ensuite, sous l'effet de la sidération, de l'urgence et de la crise, elles se sont mises en sommeil. Et donc, c'est pour ça, ce débat est vraiment intéressant et c'est vraiment un débat multiple et je partage le fait que le débat, il ne doit pas être qu'un débat médical, c'est un débat citoyen. Et d'abord, on n'a pas besoin que de médecins pour faire de la santé, même si évidemment sans médecin, on fait pas de médecine. Mais c'est un débat citoyen et voilà, les questions qu'il faut se poser, c'est comment on peut stabiliser la démocratie sanitaire telle qu'elle existe aujourd'hui, comment on peut la solidifier, mais comment on peut regarder avec un prisme nouveau, puisque depuis 2002, il y a des choses qui sont apparues, qui sont un peu différentes, qui sont le collectif, les maladies chroniques, la nécessité formidable de l'accès aux soins et la nécessité de l'implication citoyenne, hein, comment les citoyens, donc leurs élus, mais pas que, participent à l'organisation du système de santé, parce que participer, c'est être dans la société démocratique. J'ai envie de résumer en disant, si on prend soin du système de santé, on prend soin de la démocratie. Les deux sont corrélés, à vous entendre, dans les deux sens d'ailleurs. Hein. Que l'une souffre et l'autre souffrira aussi, inversement. Christine Schibler, comment la santé peut-elle améliorer la démocratie ? On inverse, je vais le dire, même dans le périmètre de la FHP. En quoi la FHP participe directement, du coup, à cette élévation de la démocratie? Alors, c'est vrai que ce qui a été dit là tout à l'heure est très important, c'est-à-dire que il y a différentes dimensions. Il y a des dimensions géographiques, des dimensions territoriales et des dimensions nationales. Ce matin, c'était très intéressant d'entendre le philosophe parler d'un sentiment d'impuissance publique. C'est quand même une notion très forte qu'il a indiquée. Et on voit bien qu'il y a un besoin d'avoir des impulsions nationales. Ces impulsions nationales, elles doivent être priorisées avec effectivement un débat, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Carl, à chaque printemps sur quelques priorités. Et donc ça doit être un débat certainement parlementaire, bien entendu, et qui doit donner des impulsions, mais dans un cadre plus long. Hein. Donc ça, c'est les premières, on va dire, un temps court et un temps long, donc des impulsions chaque année, mais un cadre plus long, un cadre aussi pluriannuel avec une loi, avec nous avons demandé, nous avons obtenu donc la signature d'un protocole en 2020 et nous allons le retravailler avec le ministère de la Santé, avec les autres fédérations donc pour les 3 prochaines années. Donc ça sera le temps aussi moyen terme. Donc avec ces 2 temps-là et avec deux dimensions. Effectivement, une impulsion stratégique nationale et dans les territoires, une responsabilité des instances de démocratie sanitaire qui s'adaptent sur les territoires avec beaucoup plus de flexibilité, avec une réponse aux besoins des citoyens. Et donc des citoyens qui peuvent s'engager effectivement dans le cadre des réflexions territoriales, comme ils le font aujourd'hui dans les CNR, mais aussi qui va se prendre en charge lui-même, qui doit se prendre en charge lui-même. Et ça, c'est une dimension
sur lequel on n'assiste peut-être pas encore assez, qui pourtant est essentiel à la bonne santé, au vivre en santé. Et puis des dimensions après qui sont plus autour de la santé, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr, Béatrice, on a fait allusion ce matin, donc toutes les dimensions d'éducation et de One Health, la santé qui peut être aussi au cœur de l'économie sur les territoires, avec donc des actions de développement durable, de consommation locale. La santé qui est aussi un employeur, il faut voir aussi le bon côté des choses. Et là, je me permets de souligner qu'il y a au moins 100 000 emplois à créer dans la santé. Et donc, j'en appelle au gouvernement enfin de regarder cette question qui est portée par l'ensemble des fédérations sanitaires, médico-sociales, publiques et privées. Il y a une opportunité de création d'emplois. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des questionnements sur la façon effectivement de former, sur les attentes des jeunes. Donc, on doit répondre à ces questions. Mais il y a aussi une richesse assez extraordinaire puisque ça pourra irriguer nos territoires et proposer des métiers à valeur, passionnants, au plus près finalement des citoyens, de leur famille et de leurs proches. Merci beaucoup, Christine. Madame Armenteras, ce qu'on a entendu ce matin, c'est à chaque fois... D'abord des constats de blocage, bien sûr, mais on ne s'est pas apitoyé là-dessus, on les connaît. En revanche, beaucoup de solutions parallèles. Chaque fois qu'il y a un blocage, il y a une aspiration vers quelque chose de nouveau. Je ne prendrai par exemple comme illustration que ce groupe transpartisan à l'Assemblée nationale depuis juillet. Qui veut y aller, y va. Mais c'est surtout dialoguons, continuons, et tentons de trouver une majorité de façon à pousser les choses. Bref, enfin, je veux dire, tout cela est noble, mais cela donne aussi d'abord beaucoup d'espoir et aussi le constat que tout est bloqué. Comment on fait pour construire sur le long terme? Non, je ne crois pas que tout soit Tout n'est pas bloqué. On sort quand même d'une période où des centaines de milliers de professionnels, d'élus, de maires, d'instituteurs, d'enfants, d'adolescents se sont dressés contre la pandémie et ont fait nation. Et ils ont fait nation dans le village. Ils ont fait nation en allant apporter des sandwichs à des gens qui avaient travaillé mais qui pouvaient plus, qui n'avaient plus de transport. Bon, en applaudissant à 20 heures. Voilà. Donc tout n'est pas bloqué, mais oui, mais tout est difficile à chaque fois. Je pense qu'il faut essayer de trouver justement les thèmes qui permettent à la richesse territoriale, politique, locale de s'exprimer. La santé dans la démocratie dans la santé, est-ce qu'on peut avancer sur le fait que c'est une des ambitions du CNR, dans les villages, dans les villes, les citoyens participent à l'organisation du système de santé, ceux qui veulent, bien sûr. Et plus on le leur permet, plus on va leur donner envie de le faire. C'est des choses dont nous étions loin, il y a 20 ans, 30 ans. Ça, après le Covid, et puis maintenant, on voit que c'est quelque chose, alors, ces gens ont réussi jamais la première fois, mais il faut remettre le métier sur l'ouvrage, mais je pense que c'est vraiment ça l'objectif. Le deuxième objectif, c'est la littératie en santé. La santé, c'est un combat. En fait, c'est pas intuitif. Parce que si on ne fait pas attention à ce qu'on mange, à l'air, à bouger, à toutes ces choses-là, on finit par attraper les maladies chroniques. Donc ça, il y a un savoir expérientiel autant qu'un savoir un peu académique, et donc ça passe effectivement par de l'information et du partage à l'école, au travail, sur la place du village ou dans les magasins. Et puis, il y a également un sujet qui permet de parler du système de santé de façon démocratique, c'est-à-dire avec l'ensemble des acteurs et des citoyens, c'est le partage de la donnée. La donnée en santé, c'est celle qui permet de cibler là où vous devez intervenir, là où on doit faire quelque chose. On sait que ça ne sert à rien d'avoir un message pour 67 millions de gens en même temps. Jean-Carl Grelier, dites-moi, donnez-nous en cette fin de matinée de l'espoir. Dites-nous, non pas qu'on va y arriver comme cela, c'est pas ça l'idée. L'idée c'est, on a bien vu ce matin, beaucoup de forces sont en route, beaucoup de bonne volonté se rassemblent, beaucoup s'écoutent, beaucoup plus qu'avant. Et on a l'impression de dire, mais ça y est, il suffit d'une table et on mettra tout le monde autour. Vous-même, quel est votre état d'esprit ?
Pour refaire le lien avec la démocratie, revenons aux sources. De la démocratie en Amérique, Tocqueville rappelle et corrèle très directement la démocratie, le fonctionnement démocratique avec la décentralisation. Avec les associations. Avec la proximité. Ouais. Et je crois que c'est la clé. Reconstruire notre système de santé aujourd'hui, c'est peut-être ne plus se satisfaire d'un État qui fait une offre de soins à l'ensemble de la population, mais ce serait un État qui reconstruit le système de santé depuis la demande en santé des Françaises et des Français, là où ils vivent, avec leurs parents âgés, avec leurs enfants en bas âge. Ça veut dire qu'il faut repenser le système dans son exact inverse de la façon dont on l'a conçu et imaginé depuis des années. C'est un exercice qui est, à mes yeux, extrêmement pertinent. Et puis, la deuxième occasion sur laquelle il nous faut réfléchir, c'est de recréer de la confiance. La confiance se recrée par le dialogue et elle se recrée souvent plus par le contrat que par la loi. Et vous, le juriste que je suis, est intimement convaincu que dans un état de droit mature, il faut à un moment donné savoir passer de la loi au contrat. Il faut savoir redonner des espaces de contractualisation, des espaces de dialogue, des espaces de négociation. C'est comme cela qu'on recrée de la confiance. Et ça peut se faire à l'échelle d'un département, ça peut se faire à l'échelle d'un groupement hospitalier de territoire, ça peut se faire à l'échelle d'une CPTS, ça peut se faire depuis nos territoires, dans la confiance, avec les acteurs de l'État, évidemment. Je fais partie de ceux qui pensent que la politique de santé est une politique régalienne et c'est une politique de l'État, qui doit par contre se décliner sur les territoires en prenant en considération les initiatives locales et la vie, l'expérience, la pertinence des acteurs locaux. Prenant le point de vue de Jean-Carl Grelier, la FHP est l'un des instruments de ce territoire et qui peut faire remonter vers le haut, si je puis dire, toutes les aspirations des populations locales. Oui, donc il y a effectivement il y a ces deux échelles finalement, hein, l'échelle du territoire, l'échelle des régions, dans lequel donc les FHP en région portent un certain nombre de propositions et travaillent beaucoup avec leurs collègues des CPTS, des établissements publics, des CHU, en lien avec les ARS. Aussi. Et après, il y a le niveau national. Sur le niveau national, c'est vrai qu'on a un travail très important avec les autres fédérations hospitalières, aussi beaucoup d'échanges avec les syndicats médicaux, les représentants des médecins. Et c'est vrai qu'il nous incombe cette responsabilité aussi de participer au débat démocratique avec ce que vous avez dit tout à l'heure, Jean-Carl, c'est-à-dire certainement une vision finalement. Certainement, il faut avoir une vision quand même nationale avec quelques objectifs prioritaires, de manière à ce qu'on puisse proposer avec les autres fédérations, les autres parties prenantes finalement, des solutions, sachant qu'il faut quelques solutions qui soient des caps, mais après, il faut laisser la contractualisation au niveau local. On ne peut pas continuer à avoir un encadrement technocratique aussi lourd. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer à avoir des réformes quelquefois qui ne servent à rien. On ne peut pas continuer à avoir des choses qui empêchent. Il faut qu'on passe à quelque chose qui soit beaucoup plus positif, c'est-à-dire quelques objectifs sur lesquels on doit réussir collectivement. Au niveau national, ils peuvent être exprimés. Après, au niveau local, c'est contractualisé avec les moyens qui vont avec. Mais prenons par pitié que quelques priorités. On s'y tient, on le fait, on le réalise, et après, on passe à d'autres. Mais on ne multiplie pas les chantiers et des choses inutiles qui sont finalement des chantiers, je pense à certaines réformes qui ont pu être faites ou qui sont en cours, je veux dire, qui sont des chantiers techniques, techno, mais qui n'apportent rien aux patients. On doit s'intéresser uniquement à la valeur qui est apportée aux patients, à la qualité qui est apportée aux patients, et aussi à cette responsabilité qu'on doit avoir sur les territoires pour participer à cet effort d'éducation, cet effort d'emploi-formation, cet effort de participation à l'économie. Et voilà, on doit s'arrêter là, dans l'utile pour les patients. Merci beaucoup. Madame Armenteras, je vous donne le mot de la fin. À chaque fois, vous pointez sur le terrain ou dans les observations que vous faites ou dans vos analyses, vous pointez des choses nouvelles. Notamment, vous avez dit, mais pendant la Covid, nous avons vu des citoyens faire nation. Ils étaient ensemble. C'est la France qui transcende, mais dans tous les villages, dans tous les hameaux, partout. Donnez-nous des raisons pour lesquelles vous croyez que dans les 5 ans à venir, vraiment, on portera les enjeux de santé. Parce que d'abord, il y a eu cela,
et dont nous sommes fiers et que nous devons exploiter parce qu'il y a une volonté politique de notre législateur, hein, de se saisir de ce sujet qui est compliqué, parce que comme le dit Christine et comme l'a dit Jean-Carl Grelier, des orientations nationales et des impulsions nationales qui garantissent que la santé est démocratique doivent partir de la part de l'État, bien évidemment, mais ensuite, il faut que sur le terrain, les acteurs du terrain s'en saisissent tout en respectant les principes d'égalité, hein, et de démocratie, de liberté bien sûr, mais d'égalité et de démocratie. Il ne faut pas qu'on ait dans des endroits des gens qui disent « bon, les populations qui sont loin des soins, moi je m'en fous, ça ne m'intéresse pas, je ne m'en occupe pas ». Parce qu'on a bien vu que c'est parce que nous avons des populations loin des soins que les épidémies aussi se propagent et que malheureusement on a un excès inhumain, hein, de surmortalité et de morbidité. Donc oui, il faut y croire parce que la volonté existe, elle est vraiment présente chez nos députés, dans nos élus. Et ce CNR, je pense, va nous montrer aussi quel est l'état de notre capacité collective à faire remonter des propositions. Hein. Parce que, voilà, c'est compliqué, c'est pas simple, on va pas tout faire la première fois, mais au moins ça permet de juger quelle est la capacité collective dans les villes, dans les villages et dans les écoles et les entreprises de faire soi-même, puis remonter des actions pour la santé de tous. Merci beaucoup à tous les trois. Il y en a un qui a écouté l'ensemble de vos propos avec une attention vraiment inégalée. Lamine, alors, formidable, toutes les contributions depuis ce matin. Je ne vais pas vous demander la synthèse, mais néanmoins, vous, que reprenez-vous comme quelques vocables, quelques ingrédients de tout ce qui a été dit? Déjà, merci pour cette belle matinée. Et moi, je suis fan, elle le sait, je suis fan de vous, Anne-Marie. Lorsque vous étiez à la présidence, vous avez fluidifié les échanges entre les fédérations avec le pouvoir, le Parlement. Et vraiment, c'était un grand bonheur de travailler avec vous. Et nous continuerons à le faire parce que vous avez pris la présidence de la NAP et nous en sommes très, très fiers pour l'ensemble de la profession. Et je retiendrai, vous l'avez dit, nous avons fait nation au village. Voilà. Et ça, c'est beau. Ça me plaît. C'est dans le fil lien du Conseil national de la refondation, la proximité, les territoires. Donc vraiment, je suis totalement en phase avec ces propos et également en phase avec toi, Jean-Carl, où nous travaillons ensemble depuis maintenant des années. C'est vrai que tu as fait le tour de France de la santé, tu as été sur les territoires, donc tu es vraiment au cœur même de la proximité et de nos difficultés. Et je te confirme qu'il faut de la confiance et du dialogue. Et cette confiance est liée aujourd'hui, elle est liée bien sûr avec le Parlement, même si c'est difficile, avec nos interlocuteurs de la FHF, de la FEA, d'Unicancer, nos amis, je dirais, parce que nous échangeons vraiment tous ensemble. Donc, c'est pour moi un grand plaisir d'animer cette fédération, d'animer ces journées et puis de reprendre peut-être François-Mickey Marty qui disait 40% de nos concitoyens n'ont pas été associés à la gestion du Covid ou ne se sont pas sentis associés. Je leur dirais peut-être à nos concitoyens qu'ils regardent ce qui se passe en Chine aujourd'hui, où là, on leur demande même pas leur avis, on leur dit tu restes chez toi et tu bouges pas, et si tu meurs, on veut pas le savoir. Donc voilà, je pense qu'il faut regarder ce qui se passe chez nous. On est quand même dans un pays merveilleux, avec un système de santé qui est difficile, c'est vrai, mais c'est un peu comme à nos aînés ou à nos amis. J'arrive à une tranche d'âge aussi où le matin, quand je me lève, j'ai un peu plus de mal à me lever. Et si on me demande si je vais bien, je vais dire non, j'ai mal là, j'ai mal là. Donc je pense qu'il faut peut-être aussi arrêter de demander comment on va. On va bien, on va continuer à faire le job, à travailler et puis faire en sorte qu'on puisse toujours, je dirais, sourire à la vie et puis se dire que si on est des miracles parmi nos proches, nos concitoyens, et que ce soit
en chirurgie, en médecine, en toutes les thématiques, bien sûr la psychiatrie, les soins de suite, si on arrive à prendre en charge autant de nos concitoyens, tous les jours, ce sont des millions de personnes que l'on soigne tous les jours, et heureusement, on a des bons résultats collectifs. Voilà, donc je voudrais aussi être positif parce que sinon, voilà, l'hiver arrive, les journées se terminent à 17h15. D'ailleurs, j'ai appris une chose, à partir du 13 décembre, le Sud gagne une minute de soleil en plus par rapport à Paris. Donc voilà, c'est pour ça que je suis resté dans le Sud aujourd'hui. On a de l'avance sur la longueur de la journée. Merci à vous tous, merci Jean-Carl, merci Anne-Marie, merci Christine pour votre présence et l'animation. J'associe bien sûr Nathalie à la communication avec ses adjoints et ses adjointes. Béatrice, qui malgré, je dirais, la difficulté passagère, et je l'ai trouvée resplendissante derrière la caméra. Merci à vous tous et à vous toutes. Et puis Thierry, merci pour ton animation, votre animation, pardon, et à très vite. Merci beaucoup, Lamine. Peut-être 7 verbes, comme il y a les 7 péchés capitaux, mais nous allons le prendre de façon positive, Lamine. 7 verbes importants qui ont été partagés autour de ces différentes tables rondes. Simplifier. Simplifier, rendre clair pour nos concitoyens autant que possible. Écouter, dialoguer, vous l'avez dit aussi, Lamine. 3, adapter, ça c'est le terrain, en permanence, à l'écoute, c'est s'adapter. Vous avez ajouté, Lamine, désobéir avec discernement lorsque c'est nécessaire. Je retiens simplement, la ligne est là, bien sûr, et elle est respectable, mais parfois la nécessité fait loi. Je vais ajouter, le mot n'a pas été dit, mais souvent il tournait autour des esprits, c'était le verbe oser. Oser faire, oser dialoguer, oser faire confiance. Et enfin, le dernier que vous avez utilisé tous, croire ensemble. Merci beaucoup à vous tous qui avez suivi toute cette matinée. À bientôt.